Ouh! Ouh! Psst! Hey! Hey! C'est moi! Ici! Je me suis étouffé. Pas facile de faire une voix... Pas facile de faire une voix très haute comme ça. Ça peut causer des dommages là, irréversibles à la santé. Ça, c'est un début d'épisode. Comment ça va tout le monde? Hein? Un sketch, la mort, tout est là. Allez! Aujourd'hui, à l'épisode, on reçoit monsieur Nicolas Baudin. Je dis monsieur. C'est un jeune homme, c'est un très jeune homme. J'adore avoir des gens de tous âges. Tous âges, à dresser le tape. Et aujourd'hui, on a un jeune qui commence, qui fait ses débuts dans la Ligue nationale, dans le hockey professionnel. Et j'ai nommé Nicolas Baudin, que j'ai croisé à distance moyenne à la Classique KR, parce qu'il était pas dans mon équipe. Donc, je le connaissais pas. J'ai pas eu la chance d'y parler, je pense, le jour de la Classique. La Classique KR, évidemment, qui est la game de charité organisée par Kevin Raphaël à chaque été. Et il remet tout l'argent à Leucan. Et ça fait déjà plusieurs dizaines de milliers là, qu'il remet à Leucan. C'est assez impressionnant. Tout ça pour dire, flash forward à juillet, août, alors que Mathieu Joseph fait son party de la Coupe Stanley pour, comme c'est la tradition, dans son patelin à Chambly. Et donc, la rue de la maison familiale est barrée. Et j'ai été avec monsieur Chucky Pellerino, the one and only. D'ailleurs, vous pouvez toujours écouter les spéciales de repêchage pour savourer le génie de Charles au présent, au futur ou au passé. Et j'ai amené mon père également. Et d'ailleurs, tout d'abord, merci à Mathieu Joseph de l'invitation. Là. C'était fort, fort apprécié. C'est pas tous les jours qu'on a la chance de toucher à la coupe. Oui, j'ai touché, oui. J'ai mis le rêve derrière moi. Bon. Et donc, j'ai vu Nick qui était là, Nicolas Baudin, et puis je me suis dit, non, j'ai pas envie là, d'aller... faire du PR, tout ça, puis en quittant, à la fin, je lui dis, hey, salut, tu sais, on a joué ensemble à Classique, puis si jamais, tu sais, j'ai un podcast, ça pourrait être cool, et puis il était complètement très sympathique. Ben oui, ça va me faire plaisir, tout ça, puis on était en contact, et comme de fait, pendant que j'étais en vacances, on a trouvé un moment, et puis on a fait un épisode, et je vais vous avouer, je suis toujours un peu, plus l'invité est jeune au podcast, plus je suis toujours, je vais pas dire méfiant, mais ni inquiet, mais je me dis, est-ce que la personne va être... Parce que souvent, les jeunes joueurs ils veulent faire attention à ce qu'ils disent, ils veulent pas dire quelque chose qui peut les mettre dans le trouble, ou ils veulent pas, tu sais, et des fois, tu sens qu'ils se mettent un peu plus de limites, et j'avais peur avec, tu sais, c'est toujours une crainte que j'ai d'essayer de faire sortir les gens de leur coquille, puis avec Nick, finalement, ça a été super, super agréable, super facile, beaucoup d'entre-gens, une personnalité... très agréable. Donc, finalement, ça a été très plaisant, quoi. Ben ouais, ouais, ok, ouais. Donc, j'ai parlé à Nicolas le 25 août 2021 pour cet épisode. Et vous pouvez le suivre, d'ailleurs, il joue pour, il est dans l'organisation des Blackhawks de Chicago. Donc, il est peut-être, dépendamment de à quel moment vous écoutez l'épisode, il est peut-être dans la Ligue américaine, peut-être qu'il était rappelé en haut, mais il est encore très, très jeune et je pense que c'est un jeune homme qui est promis un très bel avenir. Donc, on le suit avec grand intérêt. Voici ma rencontre avec Nicolas Baudin. Drette sur le tape avec David Bocage. Nick Baudin, Chicago Blackhawks. Comment ça va, Nick? Ça va bien, toi? Yes, sir! Ça va très bien. Content de un peu te rencontrer. On s'est pas vraiment tant parlé que ça, ever. On s'est croisés à la Classique KR, puis après ça, à Chambly. Mais comment, j'allais dire, on va parler de la Classique tantôt, mais comment ça va? À quoi ressemblent tes journées? On est en plein mois d'août, fin du mois d'août 2021. Si quelqu'un écoute ça dans un futur distant, à quoi ça ressemble tes journées de ton summer training? J'ai toujours demandé la part de toi versus de ce que l'équipe te demande. Comme, à quoi ressemblent tes journées en ce moment? Ouais, l'équipe me fait assez confiance, ça c'est le fun. Au moins, ils prennent pendant l'été, ils m'appellent de temps en temps, mais ils prennent pas trop de nouvelles. Ils savent à peu près c'est comme mon training. Fait que, le matin, je me lève, je vais m'entraîner vers 9h. Un petit training, 9h à 10h30. Après ça, je reviens souvent à la maison, dîne, puis j'ai de la glace l'après-midi la plupart du temps. Fait que le training, c'est plus le matin. On va s'entraîner début de la journée. Après ça, on a un petit break entre avant la glace. Puis je vais sur la glace l'après-midi. Puis après ça, c'est pas mal, c'est mes journées à chaque jour. Là. Fait que off ice le matin, on ice l'après-midi. Combien de jours semaine à peu près?
5 jours semaine. Répète, excuse. Lundi au vendredi. Lundi, fait que 5. Excuse, des fois que le Zoom, on se perd des petits bouts. Mais génial. Puis toi, dans le fond, côté alimentation, l'été, c'est un peu comme le cheat time, un peu des gars. Tu sais, justement, vous êtes comme bon, on peut un peu plus, là, avoir un petit peu plus de marge de manœuvre. À quoi ça ressemble l'été? Comme t'es-tu comme bon, je me claque un pot d'Haagen-Dazs puis je m'en vais dans le gym, ou comment qu'est-ce que tu manges l'été? Non, le matin, j'essaie de bien manger avant d'aller m'entraîner. Souvent des œufs avec des amandes. J'ai commencé à manger aussi la saucisse vegan. C'est genre avec beaucoup de protéines. Je mange tout ça avec un avocat. Puis pour dîner, je fais affaire avec un traiteur dans mon coin. Fait que ça, c'est le fun. C'est une bonne nutrition le midi avec un bon poulet, des légumes, du riz. Fait que ça remplit. Puis pour souper, habituellement, whatever. Là. Ça, c'est un petit peu moins peu pour le souper. Des fois, tu peux cheater un peu plus vers le souper, mais matin puis dîner, j'essaie de garder ça clean. Là. C'est quoi ton cheat meal là, que pendant la saison tu peux pas en prendre tant que ça, mais l'été tu te rattrapes là, comme un petit vlimeux? Moi, j'aime vraiment les burgers. Les burgers, je sais pas trop en manger pendant l'année, là, mais l'été, c'est top quand tu vas sur une petite terrasse, le petit burger il est là, t'as sur le menu, puis c'est facile à manger. Là. Fait que, ouais, je te dirais que les burgers, j'aime bien ça. Toi, tu viens de quel coin? Moi, je viens de Mercier. OK, fait que tu viens de Mercier. Fait que toi, là, si je te dis burger, mettons que je te dis patate Grégoire. Ouais, Resto Grégoire, patate Palette, c'est les deux. Palette, mais ouais. C'est les deux affaires qui sont solides dans le coin. Là. C'est, ouais, le Grégoire, surtout, moi, je trouve, ça coche. Oui, Grégoire parce qu'il était à Sainte-Martine avant, Grégoire. Ouais, à Mercier. Ça... Oh, répète ça, excuse. Ça fait pas loin pour aller manger un petit Grégoire. Là, c'est à Mercier direct, donc c'est le fun. Pour les gens qui seraient pas de la Rive-Sud de Montréal, il y a quand même une rivalité côté poutine, ça Rive-Sud, entre Patate Mallette et Grégoire. Selon toi, Nick, la meilleure poutine entre les deux, je te dis, c'est une question là, crève-cœur, mais c'est la poutine de ton cœur entre les deux? Je suis pas un gros fan de poutine, je vais te le dire. Mais je pense que Resto Grégoire, c'est le Resto Grégoire. Yes, écoute, il y a Julien Réaume, un de mes amis qui est de Sainte-Martine, qui va applaudir dans son char en entendant ça. Il va être comme Yes! J'ai toujours dit, Grégoire. Patate Mallette, je sais pas s'il y en a qui écoutent, qui a aussi l'air vraiment délicieux, là, que j'ai pas encore eu la chance d'aller, mais le propriétaire, c'est le frère de l'humoriste Étienne Dano. Je sais pas si ça te dit quoi. Ouais. Anyway, fun fact complètement non relié à notre conversation, mais je tenais quand même à unloader. Donc, dans le fond, c'est ça. Donc, dans le fond, l'été, c'est parce que je me suis toujours demandé, les équipes, ils vous donnent genre toi, c'était quoi tes objectifs d'entraînement pour cet été? C'était quoi que tu veux accomplir pour quand tu vas arriver au camp d'entraînement à l'automne? Moi, c'est plus gagner un petit peu de poids, gagner de la force. Je pense sur la patinoire, mon hockey sense, mes habiletés, ça, je les ai. Mais maintenant, faut que je regarde de jouer contre les gars qui sont plus gros, qui sont plus vite. C'est juste d'augmenter ma vitesse, augmenter ma force, prendre un petit peu de poids pour être plus solide d'un coin, gagner mes battles à 1 contre 1, puis des trucs comme ça. Fait que, l'équipe, c'est depuis 2-3 ans, que je suis dans l'organisation, puis c'est pas mal là-dessus que je travaille. Je suis arrivé là, j'étais à 165 livres, je suis rendu à 190. Fait que, en 2-3 ans, j'ai vraiment augmenté ça, ce qu'ils voulaient. Fait que je pense qu'ils vont être satisfaits quand je vais arriver au camp. 165 livres. Quand t'arrives dans le coin contre Dustin Byfuglien. Ouais, c'est ça. Fait que mon premier camp, je te dirais, j'ai trouvé assez rough. J'étais assez content de retourner junior. Puis après ça, ben, t'es jeune aussi, là, t'arrives là, t'as 18 ans, puis quand tu vieillis, la force, ça vient avec. Fait que c'est le fun de voir aussi les progrès qu'on est capable de faire, là, entre 18 et 21 ans. Fait que ça, j'étais content avec ça. C'est vraiment, vraiment le fun à voir. Tu sais, t'as commencé à jouer plus régulier NHL cette année, là, tu sais. T'as eu quand même beaucoup de matchs là, en dessous de la ceinture. T'es un petit peu plus pesant que tu l'étais il y a 3 ans, mais c'est qui les gars contre qui t'es arrivé dans le coin et t'as fait, maman, ok, je vais manger, je vais peut-être me claquer 2 burgers de plus, là. Ben, c'est sûr qu'un gars comme Pat Maroon, il est assez solide, il est pesant. Mais un gars qui est vite, qui est gros, puis qui a pas l'air si gros, c'est Jordan Staal. Ah ouais.
C'est un homme, ça. Quand t'arrives dans le coin, tu sais, faut que tu sois prêt parce que ça, c'est un gars qui est rapide, qui est solide. Fait que, y en a beaucoup, des gars comme ça, par exemple. Les gars sont vraiment sont tout en shape. Il y a beaucoup de power forward, puis avec des skills maintenant. Fait que faut tout le temps que tu sois prêt à chaque chiffre, puis comme je t'ai dit, quand j'avais 165 livres, je pense pas que j'aurais pu aller national parce que j'étais pas assez fort physiquement, mais là, ça s'en vient. Et Jordan Stars, ça doit être raide dans le coin de la patinoire. Très raide. Je dirais qu'il est assez solide. Presque aussi raide que les joueurs de la classique KR. Jokes. Tu t'as trouvé ça comment? C'était ta première classique. C'était ta première classique cette année à Kevin Raphaël, je pense. Ouais, vraiment. Ouais, c'est ça. T'as aimé ton expérience? Moi, j'adorais ça. J'ai trouvé ça cool qu'il y ait plein de différents types de personnes là. Il y avait des comédiens, il y avait, je pense qu'il y avait une couple de filles qui étaient allées aux Olympiques, il y avait des joueurs de la nationale, les coachs, c'était pas des coachs de hockey, c'est ça qui était le fun. Tout le monde avait du fun. Puis, je me suis quand même compté vraiment chanceux de pouvoir te voir à l'œuvre, pouvoir voir tes skills, toi. Fait que c'est sûr que c'était le fun de voir ça, mais c'était cool, on a eu du fun, tout le monde. Puis, c'est en plus c'est pour une bonne cause pour Lucan, fait que c'est sûr que c'était vraiment le fun, puis d'avoir du monde comme ça dans les estrades au Québec, pourquoi pas. Ça fait du bien de revoir ça, fait que c'était A1. Quand tu finis de t'envoyer un petit virement Interact pour ce compliment et après ça, on poursuit. Oui, c'est ça exactement. Il y avait aussi des joueurs NCAA, il y avait des humoristes, il y avait vraiment une palette différente. Et à travers tout ça, évidemment, Kevin qui fait de son mieux. Non, c'est pas... Kev, là, il est drôle à voir, par exemple, il se donne, puis c'est quand même lui qui organise tout ça, là, fait qu'en même temps, il veut bien paraître, puis moi, je trouve qu'il a bien fait pareil. Mais oui, vraiment. C'est juste que ça me fait rire parce que quand tu parlais tantôt, t'es arrivé au camp des Blackhawks. Moi, je pense que les fesses à Kevin sont plus pesantes que toi, ton premier camp des Blackhawks. C'est pour ça qu'il avance pas si vite que ça la glace. Le roi du back-check. Non, je niaise, mais c'est une sacrée organisation, là, puis à chaque année, il monte de comme 15 000 $ de plus. L'année prochaine, son objectif, c'est, je pense, c'est 50 000. En tout cas, tu sais, c'est incroyable l'événement qu'il organise avec, en plus, une pandémie cette année. Je l'écœure parce que tout le monde aime ça l'écœurer côté hockey, mais il y a personne d'autre qui fait ça comme ça au Québec. Puis à chaque année, c'est le fun de jouer au hockey, tout ça. Mais je suis content, il y a un gars qui a découpé, je sais pas qui, en fait, il s'appelait Jean-Christian Bertrand, je pense, mais il y a quelqu'un qui a filmé des bouts, puis il y a quelqu'un qui m'a envoyé la séquence où je fais une passe à Jean-Sébastien quand il marque. Fait que là, je me sens un petit peu comme toi quand t'as des highlights sur toi sur YouTube. Mais moi, c'est juste plus lent et moins impressionnant. Donc, bref. C'est quand même une belle sauceur, on va se dire. Je pense que la deuxième, c'était une sauceur, mais la première, je pense, mais la défenseur m'a vraiment laissé le champ libre. Donc, je tiens à la remercier. Là. Je me souviens pas c'était qui, mais je la remercie infiniment pour ça. Mais oui, puis en plus, toi, t'étais dans l'autre équipe, je pense. T'étais pas dans mon équipe, mais notre coach à nous, c'était Steve Bégin. Mais toi, t'as vraiment eu comme coach Steve Bégin, non? Ouais, je l'ai eu à Drummondville pendant un an, si je me trompe pas. Puis il était assistant. Ouais. Puis comment, parce que nous, il était vraiment complètement joker, là. Il était complètement comme, hey, comment ça va les gars? Faites-nous ce que vous voulez. Tu sais, comme il était vraiment comme ben relax, mais il était comment Steve Bégin comme assistant dans le junior majeur à Drummond? Ouais, il était vraiment sérieux, je te dirais. Tu sais, il jokait plus en dehors de la glace, ou mettons entre les périodes, mais rendu sur le banc, il était vraiment sérieux parce que je pense que c'est sa première fois qu'il coachait, si je me trompe pas, puis tu sais, il essayait de s'améliorer. Au début de l'année, même lui il disait que c'est un petit peu plus dur pour lui parce que il a joué à la game et il a joué à l'attaque, c'est pas le même game en défense. Fait qu'au début, tu sais, il était sérieux, puis à un moment donné, t'as vu plus que l'année allait, plus qu'il était loose, plus qu'il était comme Steve Bégin, tu sais. Au début, il était un petit peu stressé, puis quand il a comme compris comment ça fonctionnait avec les défenseurs, là, il était loose, puis il était vraiment, c'est le fun de pouvoir jouer à. Il me mettait souvent sur la glace aussi, là, c'était le fun. Je l'ai bien aimé pour ça. Mais non, c'est tout un phénomène, Steve, là, tu le connais aussi, puis c'est un gars qui est funny. Puis il apportait une autre dimension aussi en arrière du banc, tu sais.
C'est ça qui était le fun. Il était loose. Puis moi, je l'ai vraiment aimé comme coach. Ouais, il a l'air vraiment cool. Hey, excuse, mini détail technique, je sais pas si tu tapes du pied ou touches à des affaires chez vous, mais il y a comme des sons. Ou peut-être c'est ta chaise. Ah, ça va être la chaise. Ah, ok. J'allais juste dire, parce que nous, vu que c'est audio, le monde devrait être comme, man, il danse-tu la claquette en même temps qu'il fait le truc? En tout cas, si jamais, t'as moins bougé. Excuse-moi, c'est un petit peu lourd comme note. On dirait que j'étais un prof de primaire, mais qui dit de moins bouger sur ta chaise. Mais c'est juste pour le son. Là. Mais merci. Mais oui, Steve, il est complètement nice. En plus, c'est la classique. Lui, Steve est déjà venu au podcast. Et puis, il me raconte. Tu sais, moi, je suis comme, hey, salut, ouais, on se revoit. Puis, mais après, il m'a avoué que lui, dans le fond, parce qu'il y a une web série dans laquelle j'ai joué qui s'appelle Le Killing, puis lui il a checké ça en malade, mais c'était une série un peu jeunesse, tu sais, j'étais comme comment ça que t'as vu ça, genre tu sais c'est une web série jeunesse, tu sais comme puis lui il a 2 adolescentes puis ces 2 filles qui ont checké ça à côté. Fait que c'était juste vraiment drôle le Steve Bégin qui me parle d'une web série, c'était un peu surréel là, tout ça. Là. Mais il était super fin moi avant la game. En tout cas, tu sais, avec les masques, j'avais la bouche super pâteuse. Puis j'étais comme j'ai besoin de gomme. Steve il m'a trouvé de la gomme, tu sais. T'es un gars qui est là pour les boys, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça que je veux dire. Fait que ça, tout ça pour dire la classique KR. Ça, c'était super le fun. Mais on s'est recroisés. Ce qui a mené à notre entretien aujourd'hui, on s'est recroisés au party de la Coupe Stanley de Mathieu Joseph à Chambly, ça arrive sud. À laquelle, au party auquel j'ai eu la chance d'être invité. Merci encore à Mathieu. Puis, mais c'est quand même drôle, tu sais, il y avait une couple de gars pros qui étaient là. C'est quand même drôle d'être au party de la coupe d'un autre gars, tu sais, quand tu joues à NHL. Puis toi, tu veux gagner. Comment tu te sentais à un party de la coupe d'un dude, d'un autre gars? Ouais, tu sais, t'es vraiment content pour lui. Je veux dire, Matt, tu sais, c'est un bon gars. Tu sais, c'est sa deuxième coupe cette année en plus. Puis moi, je suis ami avec Matt, mais je suis plus ami avec son frère PO, c'est un de mes bons chums. Puis c'est sûr que c'est bizarre, tu sais, la coupe, ta voix, tu veux pas aller trop proche, tu veux pas te toucher, tu veux pas te jinxer, fait que tu restes loin, mais en même temps, tu es content pour Matt. Puis tu sais, même lui, il nous demandait de nous prendre des photos, puis tout avec moi, on voulait pas trop prendre des photos avec. On va essayer d'attendre notre tour, mais tu sais, c'était incroyable le monde qu'il y avait là. Toute l'organisation de ses parents, je pense que France ont fait un excellent job là-dessus. Puis Mathieu a eu une journée qui va se rappeler pour le reste de ses jours. Fait que c'est vraiment incroyable d'être là. T'as pas, là, rassure-moi, t'as pas touché à cette coupe-là, t'es resté loin. Resté très loin. Ça te le dire. PO, je parlais à PO, tu sais, pour parler de party, puis j'ai dit là, PO, pas que tu touches à ça, cette coupe-là, là. On n'y est pas avec ça. Puis il dit non, inquiète-toi pas. Puis il me racontait qu'il avait dit à Mathieu, moi, ça me dérange pas, moi, t'accompagner partout, tout ça. Mais là, que j'en voyais pas un, me pousser en joke sa coupe. Un gars chaud qui vient, non! Une coupe à gagner, voilà. Fait que j'adore qu'il y ait comme une genre de distance là, par rapport à la coupe. Parce que, tu sais, bon, pour ceux qui savent pas la superstition, là, que tu ne touches pas à la coupe tant que tu ne l'as pas gagnée. Ou comme dans mon cas, que tu ne la gagneras jamais, là, tu peux la toucher à ce moment-là, c'est pas grave. Mais tu sais, cette superstition-là de pas toucher la coupe, toi, t'es-tu un gars superstitieux à la base? Pas vraiment. Je suis un gars assez easygoing à ma game. Je vais faire ce que, mettons, je suis quand même bon à savoir ce que mon corps a besoin. Pendant une semaine, ou avant une game, ou après une game. Fait que, peu importe ce que j'ai besoin ce jour-là, je vais le faire. Mais je suis pas superstitieux à part. La seule affaire que je pourrais dire que je suis superstitieux, c'est que je mets tout le temps, mettons, mon patin gauche en premier, mon gant gauche, mon coude gauche. Je pars tout le temps par la gauche, mais c'est la seule affaire. Je pense c'est pas pire que ça. Non, c'est ça, j'allais dire que je pense que moi-même, je fais ça, mais je m'en rends même pas compte que je le fais. Ah, t'es peut-être superstitieux sans le savoir. Là. Mais tu sais, l'autre jour, dire venir pour mettre le patin droit puis être comme, voyons, il y a quelque chose qui marche. Puis là, de faire, ah non, ça, faut que je commence à... Mais tu sais, juste une habitude, là, tu sais. Ouais. Les je pense que c'est plus bon, moi aussi. Ouais, c'est ça. On parlait de Steve à Drummond, mais Drummond, ton coach en chef, était nul autre que Dominique Ducharme. Exactement. Que maintenant les gens connaissent plus à Montréal. Mais parle-moi un petit peu de Dominique Ducharme. Comment tu l'as trouvé comme coach? Comment il a influencé ta game? Tu sais, là, il est plus dans le spotlight, mais tu l'as connu dans le junior. Parle-moi un petit peu de son style et de ce qu'il t'a apporté. Moi, je pense qu'il a vraiment changé. Comme ma saison de 18 ans, c'est mon année de draft.
Au début de l'année, j'étais même pas ranké pour sortir, puis on a eu une bonne discussion ensemble, puis il m'a dit des choses que tu veux pas entendre, mais qu'il faut que t'entendes. Fait que, tu sais, c'est comme, on a eu une grosse discussion, il m'a dit ce que je voulais pas entendre, puis ça m'a comme réveillé, tu sais. Qu'est-ce qui t'a dit que tu voulais pas entendre qu'il fallait que t'entendes? Ouais. Il m'a dit que si je voulais jouer dans la Ligue nationale, je pouvais pas juste, moi, je suis plus un défenseur offensif. Fait qu'il m'a dit, tu seras pas juste offensif. Puis moi, je voulais pas tant jouer défensivement. J'étais genre, tu sais, j'étais relax. Puis quand j'avais le puck, là, je partais. Fait que je trichais un peu offensivement. Puis il m'a dit, si tu veux jouer dans la Ligue nationale, c'est de faire drafter, faut que tu sois bon dans ta zone en premier. Puis là, j'ai comme, je me suis réveillé, j'ai fait, tu sais, je sais même pas si c'est lisse. Je sais, mon rêve, si je joue dans la Ligue nationale, faut que je me réveille. Puis à partir de ce temps-là, on dirait que ma saison a juste parti en flèche, là. Je commençais à jouer hard dans ma zone. Après ça, je faisais des points offensivement, mais j'étais vraiment solide défensivement. Puis moi, je trouve que ça a vraiment parti de lui. Puis, tu sais, même à chaque game, mettons, une game, j'avais un 3 passes, whatever, tu sais, il était jamais satisfait. Il voulait tout le temps que j'en fasse plus, il voulait tout le temps me pousser à en faire plus. Puis moi, je trouve que la communication, c'est vraiment son fort, là. Il est bon pour communiquer avec ses gars, puis des fois, c'est même pas la communication, c'est ses yeux, là. Tu regardes, là, tu sais qu'est-ce qu'il veut dire, puis t'es genre, oh, OK, là, je comprends. Puis, OK, répète-toi à soir, tu sais, t'en as pas une grosse, le réveil. Mais, vraiment un bon communicateur, puis moi, je pense que c'est pas pour rien qu'il est rendu dans du bien les Canadiens de Montréal. C'est j'aime ça le regard parce que on a en tête son regard, hein. On l'a vu par photo là, ou évidemment en live, mais y a-tu, parce que moi ça m'intrigue un peu, comme tu sais, quand quelqu'un est bon communicateur, ça, c'est les anciens coachs plus vieux ont beaucoup de la misère avec ça, parce que à l'époque, ils communiquaient moins. Le Dom est plus de la nouvelle garde. Il a coaché des gars de ta génération, tu sais, donc il a dû, par la force des choses, s'adapter. Mais comment il communiquait avec toi, qui dans le fond est un ado, tu sais, quand tu y penses, là, comment il communiquait avec toi? Qu'est-ce qui faisait qu'il communiquait de manière efficace? Tu sais, concrètement, je suis tellement curieux de ça. Comme. Moi, je trouve que c'était juste, tu sais, des fois, tu passais dans son bureau, puis il disait, tu sais, bon, viens dans le bureau, là, il me demande, tu sais, il pose, mettons, une question que tu veux pas nécessairement répondre, tu sais pas, tu sais, quand t'as 18 ans, là, il me disait, tu sais, comment t'as trouvé ta game hier? Tu sais, je suis correct, tu sais quoi? Je savais pas comment me self, je sais pas comment dire ça, mais t'auto-évaluer. Ouais, m'auto-évaluer. Puis c'est comme là qu'il m'expliquait, tu sais, comment il avait trouvé ma game, puis là, je commençais à comprendre, OK, même si j'ai eu 3 points cette game-là, j'ai pas joué une bonne game. Tu sais, j'ai eu 3 points parce que je suis bon avec la rondelle. Mais j'ai pas eu une bonne game parce que, tu sais, j'ai fait ça comme erreur. Et là, c'est là que j'ai comme commencé à comprendre, OK, tu sais, les points, ça veut rien dire. Il commençait à me dire qu'à chaque soir, il fallait que ça soit dans ma zone que je sois meilleur qu'en zone offensive. Puis, juste des petites affaires comme ça. Tu sais, dans des questions que t'es comme pas sûr qu'est-ce que tu vas répondre, puis lui, il sait qu'est-ce qu'il va te dire après. Tu sais, il va te dire quelque chose que tu veux pas entendre, même si toi, tu sais même pas. Tu sais, j'ai joué une bonne game. Je pense que j'ai joué une bonne game. J'en ai pas joué une bonne finalement, puis là, il te le dit. Là, toi, t'es sur ton high, là, tu te dis, j'ai joué une bonne game hier. Tu sais, fait que c'est des petites affaires comme ça qui est bon communicateur, puis ça t'ouvre les yeux, puis il faisait avec tout le monde. Tu sais, il faisait pas juste, mettons, avec les 2-3 meilleurs joueurs de son équipe, là. Il faisait avec tout le monde, même les gars qui jouaient pas, il communiquait, OK, pourquoi tu joues pas, ça, faut t'améliorer ça. Fait que moi, je trouve que ça t'ouvre les yeux, puis ça t'amène à un autre niveau, des communications comme ça. Ça t'aide à t'évaluer aussi, pour savoir, d'être plus il dit, tu sais, il y a une game que tu penses que t'as bien joué, t'as pas bien joué, là, tu dis, OK, finalement, ça regarde ta game avec. OK, finalement, j'en ai joué une pourrite, j'ai été chanceux, j'ai 2-3 passes, mais tu es capable de t'évaluer comme ça, puis plus que tu vieillis, comme là, maintenant, je suis capable de m'évaluer à chaque game sans que personne me le dise. Hein. D'abord, merci pour le mot pourrite, ça fait longtemps que je l'avais pas entendu, ça fait du bien. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux dire? Oui, attends, on parlait de auto-évaluation, Don Charles. Ah, c'est ma mémoire qui me lâche. Ça va me revenir, peu importe. Mais tu parlais d'auto-évaluation. Wow, téléphone qui a tombé, madame. Tu parlais d'auto-évaluation. Est-ce que oui, c'est ça que je veux dire? Que quand tu pensais que tu en avais joué une bonne, il disait pourquoi tu n'en avais pas joué une bonne. Ma question était, si tu pensais que tu en avais joué une mauvaise, est-ce qu'il venait te voir pour te dire que tu en avais joué une bonne? Ça arrivait pas vraiment souvent. Je pense que j'étais plus tu sais, quand t'as joué vraiment une mauvaise, je pense que tu te le sens dans ton corps, tu sais, que t'en as joué
une pourrite comme que t'aimes bien entendre, mais ouais, non, c'était plus le contraire. C'est plus le contraire. Quand tu penses que t'es sur un hype, là, ça te fait descendre. Est-ce que je me trompe ou t'as été repêché à Overager à 19? Non, à 18, moi. D'habitude, tu te fais drafter à 17. Moi, j'étais un late. J'ai été drafté à 18 ans. Là, on parle de Ligue nationale. Ouais. C'est que dans le fond, d'habitude, c'est ton année 17-18, mais toi, t'as été repêché en ton année 18-19, c'est ça? Ouais, exact. Donc, dans le fond, t'as pas été repêché à ta première année d'éligibilité, mais à ta deuxième. Ben, il y a une affaire au hockey entre le 15 septembre et le 15 décembre. Ça, c'est tous les gars qui sont nés entre cette date-là, c'est des late qu'on appelle. Ouais. Fait que moi, j'étais un late. Fait à 17 ans, je peux pas me faire drafter. Parce que j'étais né entre ces deux dates-là. Fait qu'il fallait que j'attende à mon année de 18 ans. Fait que t'as une année de plus pour te prouver, mettons, dans le fond. OK. Fait que dans le fond, c'est que t'as été... Dans la première année d'éligibilité, parce qu'à 17 ans, je pouvais pas me faire drafter à cause que quand tu te fais drafter, il faut que tu aies 18 ans. Ouais, c'est ça. C'est que je pensais que t'avais été drafté Au 15 septembre pour avoir 18 ans. Si t'as pas 18 ans avant le 15 septembre, ben là, t'as une autre année. C'est ça, comme dans le fond, Alexis Lafrenière, je pense, était là-dedans. Ouais, exact. La première, il avait 18 ans. OK, parce que je pensais que tu avais été drafté en ce qu'on appelle un overager, que tu avais eu une année de plus, mais complète. Pas juste que parce que tu étais un late, mais une année de plus. Non, juste parce que j'étais late. Je pensais, parce que tu sais, David Perron a été repêché première ronde, mais à 19. OK, ouais, lui, il était overage. Exact. Puis là, j'étais comme, puis toi, vu que t'as ton... OK. Fait que non, dans le fond, t'as été drafté à ton année de draft, finalement. Ouais, exact. OK, parce que première ronde, 23? 27. 27? Ouais. À Chicago. T'étais-tu surpris tu à Chicago ou tu t'y attendais? Il attendait un petit peu. C'était... Tu sais, ton agent dirait, avant le draft, tu parles pas trop, mais la journée du draft, tu commences à sortir. Puis là, il y avait comme 2-3 équipes en première ronde. Fait que, tu sais, lui, il s'attendait à ce que je sorte entre 24 puis 29. Puis finalement, je suis sorti 27. Fait que, mais tu sais, c'est quand même bizarre comment ça s'est fait. Mon agent était assis avec un autre joueur en bas, un petit peu plus bas que moi, il était supposé sortir avant moi. Puis finalement, 2 pics quand que je sorte, il est venu en haut, puis il s'est assis à côté de moi. Fait que là, j'étais genre, OK, tu sais, ça veut sûrement dire que je vais sortir, mais je sais pas quand. Finalement, je suis sorti 2 pics après. Fait que, c'était qui l'autre joueur avec qui il était? Je me rappelle plus. Un joueur de l'agence, là. Je pense pas que c'était un Québécois. C'est un autre joueur de l'agence. Ça peut être n'importe qui. Ça peut être un Européen, whatever, là. Mais quand je l'ai vu monter, là, je commençais mon cœur commençait à battre un peu plus vite. Puis, tu sais, c'est quand même, veux pas, là, quand tu te fais drafter, toute la spotlight est sur toi pendant 2 minutes, là. Tu sais, tu te lèves, là, t'as pas le droit à l'erreur, là, tu dis merci à tout le monde, t'embrasses ta blonde, t'embrasses tes parents, tes sœurs, ton agent, tu sors la main, après ça, faut que tu descendes les marches, t'enlèves ton habit tranquillement, tu sais, faut que tu fasses attention, après ça, tu montes sur le stage, puis c'est comme un genre de feeling que tu black out, tu sais, un petit peu, là. Ouais. L'émotion. Comme ouais, c'est ça, ça a passé en genre 10 secondes. Tu fais juste pas débouler les marches en te rendant. Exact, ou rester poigné avec ton habit parce qu'il est trop tight. Avec les gros sweat marks en dessous des bras parce que t'as sué ta vie. Il faisait chaud à Dallas, c'était incroyable. C'était à Dallas en plus dans le sud. Ouais. Tu sais, je sais que Jonathan Taves parle français, c'est un franco-manitobain. Est-ce qu'il t'a texté, est-ce qu'il t'a appelé? Puis bon, après ça, quand tu t'es rendu à Chicago, c'est quoi ta relation? Parce que vu qu'il parle français, des fois, j'ose croire, est-ce qu'il t'a parlé en français? Peut-être? Ouais, ben, il m'a pas texté le jour du draft, mais quand je suis arrivé à Chicago, il me parlait en français. Puis il y avait aussi dans le temps, il y a 2 ans, il y avait Corey Crawford aussi qui était encore là. Ouais. Fait que lui, c'est un gars de Châteauguay. C'est à côté de Mercier. Fait que lui aussi, je parlais en français. Fait que ça, c'était bien le fun. Mais tu sais, peut-être j'ai parlé un petit peu, mais surtout à ma première game dans la Ligue nationale, c'est lui qui m'a plus parlé. Il a commencé, tu sais, il m'a parlé en français après la game, ça c'était le fun. On est sortis de l'arène ensemble en marchant. Fait que c'est moi, tous les vétérans qui sont à Chicago, c'est des méchants bons gars. Puis c'est ça qui est le fun. Parce que quand t'arrives, puis t'es jeune, puis tu te regardes comme wow, tu sais, c'est tes idoles de quand t'étais jeune, mais en même temps, quand ils viennent te voir et commencent à te parler, t'es genre ok, tu sais, c'est les mêmes personnes que moi, ils font toutes la même chose que moi. Fait
ça te met dans un mood que t'es moins stressé, tu sais, quand t'embarques sur la patinoire, fait que c'est le fun. Qu'est-ce qu'il voulait te dire à ta première game, Jonathan? Ben, c'était juste, tu sais, il me disait, il était content de me voir. Là, je venais de me faire call up. Tu sais, il était content de me voir que ça allait bien aller, puis que fallait juste que je fasse mes jeux, pas que je sois trop stressé. Mais, tu sais, même s'il me dit ça, j'étais quand même stressé au bout, là. Je veux dire, première game, tu joues devant 20 000 personnes à Chicago, puis c'est une des meilleures hymnes nationales dans toute la ligue, une des meilleures crowds aussi. Fait que. Oh, 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 la tune quand vous scorez. Bon, hein, là, quand tu scores, là. Ça donne le goût de vivre, ça. Mais, ouais, Corey Crawford, qui est un gars de Chateauguay, qui est un anglophone de Chateauguay. Est-ce que, toi, quand t'étais jeune, il y avait une grosse rivalité avec les tu sais, dans ce coin-là, ça arrive ça, les Franco puis les Anglos. Il y avait une grosse rivalité à l'époque, non? Toi, tu sais ça? Ou c'est pas super, moi, un de mes meilleurs amis, quand j'étais jeune, il était anglais, puis je trouve, moi, peut-être plus avant moi, mais je trouve pas qu'il y avait tant de grosses rivalités. OK, c'est ça. Là, pas à mon âge, maintenant. Right. Parce que ça, je me demandais si que tu trouvais ça. Parce que je sais qu'il parle bien français, le Corey, mais je me demandais si, en tant que gars du même coin, tu te disais, mon Dieu, on était habitué de jouer contre, puis là, on joue ensemble dans la Ligue nationale, tu sais, ce qui a été quand même incroyable. C'est incroyable quand tu penses. C'est incroyable. Surtout deux gars de la même ville qui jouent dans la même équipe, c'était pas moi, c'est pas mal rare, là. Oui, ça doit, oui, pas mal. Très. Ouais, non, c'est mal fun de pouvoir le connaître, puis c'est plate qu'ils soient partis l'année d'après, là, mais je veux dire, tout ce qui a amené à Chicago, c'est quand même assez incroyable. Là. Ouais, c'est ça, c'était des commotions ou du vertigo, là, je suis comme pas sûr c'est quoi qui est arrivé, là, mais je pense que son corps, il a dit c'était assez, puis ça a fini là. Il y a ses coupes Stanley, je pense qu'il il peut prendre sa retraite sans gêne aucune, vraiment. Fait que c'est ça, ben oui, Chicago, fait que c'est ça, Chicago qui te draft. Mais t'as eu, tu parlais tantôt de Taves, mais il t'a une méchante poignée de légendes dans cette vestiaire-là que tu as eu la chance de côtoyer, tu sais. Là, il vient d'être échangé cet été, mais tu sais, parlant de toi, t'es défenseur, t'es gaucher, puis tu fais partie du futur des Blackhawks à long terme. Duncan Keith et sa coupe de cheveux jusqu'aux épaules. Tu as eu la chance de côtoyer un gars qu'on peut assurément dire qu'il va être un Hall of Famer. Je veux dire, c'est même pas difficile de le prédire. C'est juste facile. Il y a des Norris, il y a des médailles d'or olympiques, il y a des coupes Stanley. Qu'est-ce que tu as appris d'un gars de même, tu sais? Puis comment il était comme humain? Ça, c'est un des bons coéquipiers que j'ai eu dans la dernière année. J'ai appris à le connaître. Fait que ça, c'était vraiment le fun. Mais tu sais, Duncan Keith, c'est un gars... Ça devait être le gars le plus en shape dans l'équipe, premièrement, à 37 ans. Fait que ça, c'est assez incroyable. C'est un gars qui pousse tout le temps ses limites. Il va tout le temps pousser ses limites au max. C'est un humain incroyable. T'sais, il veut tout le temps aider les plus jeunes. On était une couple de jeunes défenseurs cette année. Lui, il est arrivé, il nous a pris son aile, puis il voulait juste nous aider à chaque soir. Il voulait juste nous aider, mais en même temps, il fallait faire la job. Il fallait faire la job à chaque soir, puis il fallait travailler, il fallait se donner. Puis c'est juste incroyable. Moi, c'est mon idole depuis que je suis jeune. Là. De pouvoir le côtoyer puis de voir à quel point c'est une bonne personne, ça te donne juste le goût d'aider d'autres gars qui arrivent. Ça te donne juste le goût de faire comme lui. Puis, comme tu dis, c'est échangé. Puis, dans la chambre, d'après moi, c'est un des gars les plus aimés. Fait que ça va pas mal un peu à la chambre, mais en même temps, on t'achète des gars comme Jones, Fleury, ça va être, c'est des bons gars. Tyler de Tampa Bay. Mathieu Joseph m'a dit que c'était un des bons gars qu'il avait côtoyé dans sa carrière. Fait que, c'est sûr que c'est un futur Hall of Famer, mais en même temps, c'est pour lui qu'ils l'ont échangé parce qu'il voulait être plus proche de son kid. Je pense qu'il habite à Vancouver, son petit gars. Fait que c'est comprenable, mais tout ce qu'il a amené à Chicago, c'est incroyable. Je pense qu'ils ont eu 3 coupes cette année. Il a fait partie de la dynastie avec les Taze, Kane, Seabrook, Crawford. Fait que c'est un gars incroyable. Y a-t-il des vues, tu dis que c'était ton idole, y a-t-il des conseils, y a-t-il des affaires que tu voulais y demander, que tu dit, là, il est là, je peux y demander? Ce que je veux ça. Moi, je suis pas mal un gars visuel, fait que c'était plus en le regardant que j'apprenais, tu sais. Tous des petits trucs qu'il faisait dans les pratiques, qu'est-ce qu'il pratiquait à la fin des pratiques. J'ai commencé à pratiquer comme lui, comme, tu sais, quand la pratique finit, il faisait des petites affaires.
Je me suis mis à faire ça pour que ça m'aide à être un meilleur défenseur. Pendant les games, je regardais tout le temps ce qu'il faisait avec la rondelle, sans la rondelle. Puis, je pense que t'as même pas besoin de parler tant que ça à ce gars-là. Tu peux juste le regarder à quel point c'est un pro, puis t'es capable d'en apprendre, comme tu veux. Là. Patrick Kane aussi. Parle-moi de cet énergumène unique. Patrick Kane, la seule affaire que tu veux pas qu'il arrive, c'est un contre un dans une pratique contre lui. T'essaies de te tenir loin de ça, mais il est incroyable. Tu vas voir ses mains dans les pratiques, là, on fait des shootouts à la fin des pratiques, là, c'est incroyable. Il score tout le temps. Tu sais, c'est le même goaler à chaque fois, il sait qu'est-ce qu'il va faire, puis il score pareil. Ça fait mal. Incroyable, puis c'est vraiment un compétiteur, ça. Un compétiteur né. Je pense qu'il est moins vocal qu'un gars comme Taze ou Keith ou Seabrook, mais c'est sa glace qui m'a montré l'exemple, tu sais. Sa glace, il est à quoi, 33, 34, tu sais, il est encore over un point per game facile, là. Tu sais, d'après moi, ce gars-là peut jusqu'à 50, tellement il est bon, là, puis c'est un des meilleurs joueurs dans la ligue. Fait que le côtoyer à chaque jour, c'est fou, là. C'est juste le fun à voir dans les pratiques. Puis, comme je t'ai dit, tu veux juste pas aller un contre lui, tout le reste, c'est incroyable qu'est-ce qu'il fait. Mais forcément, ça a dû t'arriver d'avoir un contre lui en pratique. Ouais, ça m'est arrivé, là, mais c'est pas ça qui est le fun, mettons, là, avoir un contre lui. Tu sais, ton gap, là, tu peux pas, genre, tu veux pas lui laisser trop de place, mais si t'es trop tête dessus, il va te sortir une cuillère puis ça va être fini, tu sais. En même temps, tu t'essaies pas de le plaquer pendant une pratique, là, tu joues juste le puck contre lui, c'est Patrick Kane, tu veux pas lui blesser ou rien, là. Fait que, ouais, t'essaies de compter le nombre de gars, pis toi, t'es combien de défenseurs, pis tu dis parfait, ok, je vais pas là, parce que... Là, tout d'un coup, t'es très bon en mathématiques. Tu fais, non, je m'arrange pour être contre pas Patrick Kane. Ouais. Incroyable. On revient à l'épisode dans un tout petit instant. Je veux juste vous mentionner que si vous voulez plus de Dreadful Tape dès maintenant dans vos oreilles, vous n'avez qu'à vous rendre au patreon.com/dreadfultape. Les 2 prochains épisodes sont déjà là. Il y a même aussi, à partir du bundle du Gardien Fêlé, tous les épisodes du camp estival de David de l'été dernier, des épisodes exclusifs à Patreon qui sont là, enregistrés avec Jay Dutemps, Pierre-Yves Desmarais, Catherine Levac, Sam Breton et plusieurs autres. Ça, c'est seulement sur Patreon. On a également des tirages à chaque mois. Donc, tout ça, ça se passe au patreon.com/dreadfultape et c'est la meilleure manière de vous assurer que Dreadful Tape continue d'exister. Allez, on se voit dans le vestiaire du club, patreon.com/dreadfultape. On retourne dans l'épisode, allez, wouh! Il y a aussi, Seabrook qui a pris sa retraite depuis aussi. T'as tout le temps croisé Crawford, t'as eu le temps de croiser Keith. Taves, cette année, ça a été une année particulière. Il y a eu une maladie que ça a pris du temps à identifier. Là, finalement, il l'a dit là, à la fin de la saison, une espèce de maladie chronique. Mais pendant toute l'année, c'était dans une espèce de brouillard. Ça, c'était comment, ça, cette année? Les gars ont respecté son intimité pour vrai. Y a personne, au début de l'année, ils ont fait un meeting, ils ont dit Taser sont pas là cette année. Puis ils sont pas là pour commencer l'année, puis on sait pas quand il va revenir, tu sais, il faut qu'il soigne des trucs, puis finalement ça a resté comme ça, on en a pas reparlé de l'année, puis on est vraiment content de le revoir. Moi, je l'ai connu juste pour une game, puis tu vois à quel point il est vocal dans la chambre, puis comment il pousse les gars à être meilleurs. Fait que c'est sûr que s'il peut revenir en santé l'année prochaine, ça va grandement nous aider. Ça va être. Parce que là, il revient l'année prochaine. Là, ça, je pense que c'est officiel, je pense. Je pense que oui. Là. Il s'entraîne, en tout cas. Ouais, c'est ça. En ce moment, je pense qu'il est à la glace ou il s'entraîne à Chicago. Fait que il devrait être good pour commencer l'année. Là. Qu'est-ce qu'il dit, un gars comme Taves, qui est un winner, là, Captain Serious? Qu'est-ce qu'il dit dans la chambre? La game que j'ai joué avec, on a gagné 6-2, puis c'était quand même une game qu'on a dominée de A à Z. Fait qu'il a comme pas dit tant d'affaires, mais avant la game, lui, il s'assure que tout le monde est prêt à faire sa job. Tout le monde, il s'assure pas juste, il pense pas juste à lui, il pense qu'à tout le monde, faut qu'il fasse sa job. Puis sur la glace, il est vraiment vocal sur la glace, t'sais. Je pense que c'est sur le banc. Je pense que c'est ça qui aide, des fois, quand t'es pris, puis tu sais pas trop le jeu que tu vas faire avec la rondelle sur la glace parce qu'il a de la pression, mais lui, il peut être sur le banc, puis il va t'aider, il va te créer quelque chose, t'sais. Il va te créer un over, il va te créer un up. Puis moi, je trouve que c'est pas juste Taze qui fait ça, mais tous les joueurs de la nationale, ça mène vers ça, t'sais. Ça parle plus,
Puis même si moi, je suis sur le banc, mais je peux créer quelque chose que ça va aider un gars. Tu sais, heads up. C'est à la dernière seconde, tu crées un heads up parce que lui, a la tête basse, puis il y a un gars qui s'en vient pour le plaquer. Fait que je pense que Taze est vraiment bon à faire ça, mais aussi, il est bon à faire ça dans la chambre. Tu sais, il va venir te voir entre la période, il va dire, OK, ce jeu-là, ça, faut que tu le fasses meilleur, puis il a pas peur de te dire ce qu'il pense, là. Est-ce que tu trouves ça intimidant quand, tu sais, quelqu'un te dit pas de même, t'es comme ouf? Ou, Si c'est Taze, oui, un peu, là. Non, mais, tu sais, je veux dire, c'est tout constructif, là, les gars. Des fois, pendant la game, OK, t'es sur un high, puis t'envoies chez quelqu'un, puis OK, après la game, tu sais que c'était constructif, là, les gars sont pas négatifs, puis ils veulent pas que t'ailles par en bas, là. Ils veulent tout le temps que tu montes par en haut, puis c'est tout le temps constructif. Fait que, moi, je trouve qu'à Chicago, on a vraiment des bons gars, puis on n'a pas un genre de cancer, tu sais, dans l'équipe, là, ouais. qui, comme, un petit peu à sa tête. Fait que ça, c'est le fun que tout le monde, on est capable de se parler puis de les vraies affaires. Il y a aussi The Brinkett qui est là. Ouais, Devin Cat, c'est un peu comme Kane. C'est un gars un petit peu plus qui parle pas beaucoup, mais excellent joueur, travaillant. C'est pas le plus grand, c'est pas le plus gros. Il travaille tellement, il patine, il compete là, à chaque soir. Là, c'est incroyable de le voir aller. Puis c'est un méchant bon gars aussi. Là. Il est vraiment terre à terre. Après moi, cette année, j'étais nouveau, puis il m'a invité une couple de fois chez lui, puis c'est juste aller avec les gars, aller chiller un peu, puis ouais, c'est un des bons teammates à Chicago, ça. T'as eu la chance aussi de scorer ton premier goal NHL contre Columbus, si je me trompe pas. Yes. C'était à ta combienième game, ça? Je pense que c'était ma 7e game. C'est pas pire quand même. Je pense que The Brinkett, il y a une passe sur ton but même. Ouais, il y a une passe. Zadorov qui rate le goal et qui score. C'était à Chicago, non, je pense? Ouais, à Chicago. Raconte-moi un peu, tu sais, je veux dire, défenseur NHL, ça peut prendre du temps, là, scorer ton premier but. Par exemple, à Victor Mété, je pense que ça a pris 152 games, mais toi, t'es plus offensif que Mété, là. C'est pas très difficile à déterminer. Mais comment c'est de scorer ton premier goal à la maison avec le ta-da-da-ta-da-da. Puis pendant que Patrick Kane va ramasser la puck dans le but, c'est quand même quelque chose, non? Ouais, c'est un moment que on dirait que tu vas t'en souvenir de ta vie. Même des fois, je le revois passer sur les réseaux sociaux, puis je souris autant, tu sais. Puis c'était un jeu assez banal. Shooter à la rondelle, de la cible de Brinkett, passer à Zadorov. Zadorov a comme raté son timer un peu, raté le net, puis a pogné à board. Puis il est revenu direct sur ma palette. J'avais comme anticipé un peu, tu sais, s'il y avait un rebound, si Zadorov sont lancés raté le net, moi j'étais là, finalement, direct sur ma palette, puis j'ai juste eu à lancer la rondelle dans le camp, puis c'était le fun parce que tout après, quand j'ai scoré, c'était Patrick Kane dans le coin, puis tu sais, c'est ton premier but, puis là, il me dit en anglais, hey, c'est ton premier but, puis là, j'ai dit oui, puis il commence à crier, il est tout content. C'est ça. C'était vraiment un beau moment, là. C'est malade quand Patrick Kane te dit c'était-tu ton premier but. Ouais, exact. Oui, toi, non, ton 1800e, excuse. Ah, c'est ça. T'as eu aussi la chance de jouer quand même pas mal à Rockford aussi. Puis il y a eu plein de vétérans qui sont revenus. Hein. Cette année, il y a eu des Scott Darling qui sont revenus. Ouais. Cody Franson, des vets, des vétérans, des gars de même quand ils arrivent dans une équipe de jeunes. Qu'est-ce qu'ils apportent, tu sais, ayant souvent joué des 2, 3, 4, 500 games NHL? Scott Darling, moi, je l'ai pas vu. J'étais encore à Chicago, okay. Mais Cody Franson, incroyable. Incroyable, ce gars-là. Tu sais, quand je jouais à Rockford, tu sais, pendant, la défensive était vraiment jeune à Rockford. On avait, tu sais, des gars de 18, 19 ans parce que la OHL n'a pas parti cette année. Ouais. On avait des prospects qui sont venus jouer. Puis, tu sais, il est incroyable avec les jeunes. Il veut tout le temps aider. Même des fois, il prend le board, là. Il prend le board sur le banc puis il monte des jeux aux kids, là. Il commence à dire, toi, là, quand le jeu il est de même, tu fais ça, là. Fait que là, les kids, ils adorent ça puis tout le monde l'aime. Hey, une petite histoire sur lui. À chaque fois qu'on avait une game, mettons à Rockford, on jouait, on va dire, on jouait le mardi. Après ça, on pratiquait mercredi, jeudi, puis on jouait le vendredi. Lui, pas question de pratique, là. Il pratique pas, lui. Il pratique pas mercredi, jeudi, il prend off, il met de la glace sur ses hips, met de la glace sur ses chevilles. Finalement, le vendredi, il est back, il sort une game de 2-3 points. Fait que ça, c'était drôle à voir, tu sais, quand
c'est comme 600 games là dans la Ligue nationale, puis là, tu reviens faire ta carrière, mettons, dans la Ligue américaine, mais t'as comme droit à ce que tu veux un peu. Ça, c'était drôle de voir. Juste que les gens sachent que je me retenais de rire dans le micro, parce que quand je ris dans le micro, ça coupe ton zoom, mais j'essuyais mes larmes tranquillement, le gars qui peut se permettre de juste pas pratiquer. Lui, il arrivait de la KHL, je pense même, Franson. Il est allé un petit peu overseas, puis il est revenu. Quand tu vois des vets de même, des personnages, c'est qui les gars comme ça, les personnages que tu as croisés dans le hockey qui t'ont marqué le plus? C'est qui tes top? Mais là, tu sais, moi, c'était pas mal ma première... l'année passée, j'ai joué... c'est ma deuxième année pro, dans le fond, mais je pense que Franson, tellement d'histoires, tellement de trucs à raconter tout le temps, tu sais. Que ça soit une histoire quand il joue à Buffalo, quand il a 22 ans, que ça soit une histoire quand il joue à Chicago, quand il joue à Rockford déjà. Il te sort des histoires des fois, puis tu te dis, hey, c'est incroyable, tu sais, ça fait longtemps, là, tu sais, moi, j'avais 8 ans quand c'est arrivé, cette histoire-là, tu sais. Ouais. Fait que ça, c'est vraiment un personnage comme que j'ai vraiment, pas un personnage, un humain que j'ai aimé côtoyer parce que à chaque soir, mettons, OK, on va jouer aux cartes, OK, on fait ça, OK, on fait ça, c'est la route, il veut tout le temps que les gars sont ensemble, fait que c'est un des gars que j'ai vraiment aimé côtoyer. Sinon, on dirait que j'étais encore trop comme jeune, puis j'ai pas été assez longtemps, j'ai pas connu comme tant de gars encore, là. Fait que c'est qui ton lui, c'est qui ton modèle de gars que tu dis, moi, si je peux jouer dans la Ligue nationale à 10-15 ans, je vais être ce gars-là, sur la glace puis hors glace? Moi, c'est sûr, ça serait Keith, là. Ouais. Parce que c'est à la glace, il est tout le temps dans le tapis, il fait tout le temps ses jeux à 100%, puis en dehors de la glace, c'est le gars le plus en shape, tu sais. Il s'entraîne comme un débile, puis pour vrai, c'est pour ça qu'il joue encore, là. C'est pour ça qu'il est là. Tu penses qu'il est encore capable de jouer une couple d'années? Bon, mais moi, je pense, mon feeling, c'est qu'il va finir il reste encore 2 ans de contrat, là. Je pense qu'il va finir son contrat, puis après ça, il va aller s'occuper de son kid, là. Il va commencer à le coacher, puis tout, là. Je pense que c'est ça qu'il voudrait faire aussi, là, mais d'après moi, il serait hâte de jouer encore plus que 2 ans, là, c'est sûr. As-tu eu la chance de parler avec Marc-André Fleury depuis qu'on a appris qu'il s'en va te rejoindre à Chicago? On s'est texté vite. J'ai souhaité la bienvenue à Chicago pis tout, pis on avait plus de Québécois depuis qu'on était parti, fait que là j'ai dit à Saint-Lafon, on va se parler un peu en français. Puis il m'a texté vite quand je revenais à Chicago pis tout. Fait que c'est sûr j'ai hâte de le rencontrer. J'ai hâte de pouvoir lui parler. Puis ça c'est un autre Hall of Famer, là. C'est un autre question. Moi, c'est surtout sa personnalité, ça reste un gars incroyable. Ben, c'est un gars incroyable, mais tu sais, je peux pas te confirmer à 100% parce que je l'ai pas rencontré, mais tout le monde à qui tu parles, c'est un gars incroyable. Fait que j'ai vraiment hâte de pouvoir le rencontrer puis pouvoir jouer avec lui. Il y avait comme quand il a été échangé, il y a eu comme une petite période de flottement où là, il savait pas s'il allait y aller. Tu sais, il y a comme une période où on savait pas. Est-ce que tu le textais, essayer de le convaincre? Ah ouais, ah ouais! Non, je pense que les big dogs, ils s'en ont occupé, les gars comme Taze, Kane, puis Seth Jones ou Murphy, tu sais, ils ont tout, ils l'ont sûrement texté, ils l'ont appelé, puis ils ont dit à quel point la ville c'est une belle ville de hockey. Puis je pense que Marc-André, il disait qu'il avait parlé aussi à Chris Kunitz, qui a joué à Chicago, puis il avait joué avec à Pittsburgh, fait que il avait demandé comment c'était à Chicago pis tout, puis je pense que ça a été un no-brainer pour lui de venir à Chicago, là. Est-ce que toi, tu connais personnellement Seth Jones? Je le connais pas, mais tu sais, je t'ai mis depuis à Dubois, là. Ouais. Il m'en a parlé un petit peu, il m'a dit que c'était vraiment un bon gars aussi, fait que c'est sûr j'ai hâte de le rencontrer, puis j'ai hâte de pouvoir apprendre de ce gars-là, tu sais, c'est un des défenseurs élites dans la Ligue nationale, fait que c'est sûr que ça va être le fun de pouvoir le voir pratiquer à chaque jour, le voir jouer des games aussi. Fait que j'ai bien hâte de pouvoir le rencontrer. Mettons que je te dis là, que tu serais sur le même powerplay que Seth Jones à la pointe, mettons. C'est le fun. Non, mais c'est un gars comme Seth Jones, c'est comme tu veux jouer avec parce que c'est tellement bon qu'il va te rendre meilleur facilement, tu sais. Fait que c'est tout des. Même Marc-André Fleury, là, il va te faire bien paraître, là. Tyler Johnson, il va te faire bien paraître. C'est tous des gars qu'on est allé chercher qui vont te faire bien paraître. Fait que c'est sûr que ça va être encore plus le fun que l'année passée de pouvoir jouer dans cette équipe-là parce que on a une meilleure équipe.
ça va être encore plus facile de bien paraître pour tous les gars. Fait que c'est ça qui est le fun. Je te repose la question dans un an quand tu as eu des passes direct sur le tape de Seth Jones, voir qu'est-ce que tu vas me dire sur ce Bon. gars-là. On a parlé tantôt avec Dom Duchamp de coach New School, mais Dom, il est jeune, mais pas aussi jeune que Jeremy Colleton, qui est l'âge de Brent Seabrook. Pour ceux qui savent pas, Brent Seabrook et Colleton ils jouent ensemble En Suède. ouais, tu sais, ça a comme juste pas de sens, là, comment il est jeune, là, tu sais, pour un coach. En instant, il était dans la trentaine, je pense qu'il était déjà, il était déjà là. Fait que, ouais, parle-moi de Jeremy Colleton. C'est quoi son style de coach? Je sais qu'il est complètement d'une nouvelle ère, là. Ouais, c'est un coach vraiment calme. Il est vraiment, vraiment, genre, stické ses détails. Tu sais, il est vraiment, lui, c'est vraiment, il s'ajuste. Comme, si la première période va pas bien, on s'ajuste. On fait ça différemment en deuxième. Puis c'est à chaque période ou même à chaque shift, des fois, qu'il s'ajuste. Puis c'est vraiment, c'est tout dans son brain, là. C'est tout dans sa tête. Puis, tu sais, il va jamais se fâcher, presque. Il va se fâcher, nous, 2 fois max, là. Puis il reste calme. Il explique vraiment bien, là. Il communique vraiment bien quand il te parle. Tu sais, juste l'autre jour, il m'a appelé. On s'est parlé pendant une dizaine de minutes. Puis, tu sais, moi, quand je vais arriver à Chicago, il m'a dit, on va se reparler puis tout. Puis, il est vraiment bon communicateur. Puis, je pense que ça, c'est important. Tu sais, avant de pratique, il va voir les gars. Il dit, OK, qu'est-ce que tu penses du powerplay? Qu'est-ce que tu penses de ça? Fait que, moi, je trouve qu'il est vraiment, c'est un bon coach pour la nouvelle génération. Puis, il est vraiment smart hockey-wise. Fait que ça aussi, c'est vraiment bon pour notre équipe parce qu'il est capable de s'ajuster à tout moment dans une game. T'sais, si l'équipe, mettons qu'ils changent leur forecheck, mais le shift d'après, nous, on change notre breakout, OK? Fait que, moi, je trouve c'est vraiment un bon coach, là. Ben, je me disais, le gars peut pas gueuler après Taves. Ben, vraiment, personne gueule après Taves. C'est juste un mauvais coach qui ferait ça. Mais je veux dire, personne peut gueuler après des gars plus vieux que lui. Ouais. Tu sais, Ben, ouais, ça se peut pas. Je pense, qu'est-ce qui est le fun des gars à Chicago, c'est, tu sais, même les gros noms pis tout, même s'ils sont plus vieux pis ils savent que c'est un jeune coach, ils le respectent à 100%. Tu sais, il y a personne qui l'a jamais envoyé chier ou qui s'est jamais pogné avec, que ce soit sur le banc ou que ce soit dans la chambre. Tu sais, tout le monde le respecte à 100%. Fait que je pense que ça, c'est vraiment important en tant qu'entraîneur-chef que tous les gars te respectent. Puis, tu sais, je pense qu'ils le respectent parce que le nombre, comme le travail qu'il met dans sa préparation, c'est incroyable, là, la préparation qu'il y a à chaque game. Et à chaque game, c'est game ça de la coupe, là, pour lui. Fait que les gars, ils respectent ça, puis c'est pour ça qu'on a un bon groupe, là. As-tu aidé ta game à toi personnellement, Jeremy, à date? Ouais, il me pousse beaucoup. Il me pousse beaucoup à sortir de ma zone de confort. Tu sais, moi, je suis un gars qui est bon quand je suis dans ma zone de confort, quand je suis relax, mais lui, il me pousse à comme, tu sais, faire tout plus rapidement. On fait beaucoup de vidéos ensemble, puis tu sais, il me dit, même si tu l'as pas tout de suite, tu sais, continue, puis ça va venir. Puis, tu sais, de la façon qu'il me parle, de la façon qu'il communique avec moi, c'est sûr que ça me rend confiance, puis ça me rend un meilleur joueur, c'est sûr. Fait que lui, dans le fond, pour toi, c'est dans l'exécution. Il veut que tu fasses tout, mais plus rapidement. Ouais, exactement. T'as-tu eu la chance d'avoir Joel Canville avant ou tu l'as pas eu, lui? Je l'ai eu juste une game pré-saison, je l'ai pas vraiment eu, là. Ah, ok, c'est ça. Mais clairement, il doit y avoir une différence dans les deux styles, j'imagine. Ouais, je pense que Joël, c'était comme le gars que t'avais peur de lui, là. Moi, j'étais arrivé au camp, puis j'étais stressé parce que Joël était là. Mais, tu sais, ça, d'après moi, c'est un autre Hall of Famer, ça, là. Je veux dire, il était là dans la dynastie des Hawks, puis je l'ai pas connu, fait que je peux pas t'en parler, mais c'est tout le monde à qui je parle, comme Alex Fortin. Tu connais Alex Fortin qui a joué à Chicago un petit peu, puis il est rendu à Laval, là, maintenant? Okay. Alexandre. Non, ben ça me dit rien, mais le nom, il semble familier, mais non, je le connais pas personnellement, mais lui a eu Joël comme coach. Il a eu Conville, puis il l'a adoré, là, fait que d'après moi, c'était un excellent coach aussi. Coach Q, ben oui. Quand la saison a fini cette année, tu as eu un petit appel de l'équipe canadienne pour les World Championships. Championnat du monde. Tu l'attendais-tu, cet appel-là? Non. Pas à tout. Dernière game de l'année, on joue à Chicago contre Dallas. Après la game, je retourne à l'appart, je retourne au condo, puis là, on vient d'arriver, on est 3 gars, je pense, on s'en allait au bar. Non, on s'en allait à l'appart, après ça, on s'en allait au bar, puis là, finalement, Stan Bowman m'appelle, le GM de Chicago.
Puis il me dit, Roberto Luongo vient de m'appeler, il veut que t'ailles jouer avec l'équipe Canada. Puis là, j'ai fait, OK, tu sais, je vais appeler mon agent, savoir qu'est-ce qu'il en pense. Fait que je rentre dans l'appart, ma blonde est là, pour être supposé, genre, passer une semaine à Chicago, après ça, c'est en Floride pendant 2 semaines en vacances. Et j'ai dit, ouais, je pense pas qu'on s'en va en Floride. Elle dit, comment ça? Elle dit, ben là, je m'en vais à Lettonie. Fait que là, elle était vraiment contente pour moi et tout. Puis, il a juste fallu qu'on fasse les bagages un peu plus rapidement. Parce que moi, je partais une semaine, 5 jours plus tard. Fait que, tu sais, j'ai appelé mon agent, j'ai appelé ma famille, puis, tu sais, tout le monde m'a dit, ah ouais, vas-y, tu sais, ça reste des games de plus, veux pas, là. Avec l'année qu'on a eu, on n'a pas eu tant de games. Fait que, on est allé là-bas, puis, on est tombé avec le médaille d'or. Pas super. Ouais, c'est vraiment pas super du tout, surtout que, ben ça, comme tu l'as dit, le directeur général de l'équipe, c'était Bobby Lou, Roberto Luongo. Lui, Yes. un autre bon boy montréalais, lui aussi qui parle évidemment français. T'as-tu eu la chance de parler avec Roberto, puis qu'est-ce qu'il t'a dit? Ben, ouais, il m'a dit, tu sais, on veut vraiment que tu sois là, on va avoir une jeune équipe, tu vas juste notre top 6, puis il dit, tu peux juste y aller en t'améliorant, puis c'est ce qui est arrivé, tu sais, j'ai commencé ce 3e pairing, puis j'ai fini sur le 2e pairing, puis plus que les games allaient, plus que je jouais, fait que... C'est qui le coach? Le coach, c'était Gérard Galland. Gérard Galland. Excellent coach aussi. Vraiment, dis ce qu'il pense, mais dis ce qu'il pense direct, là. Quand t'arrives au banc, puis il te le dit là. Mettons, tu vas faire un mauvais jeu, là, il te le dit direct. Fait que t'es genre, tu sais, t'as un mauvais jeu, là. Mais il t'a dit quand même. Fait que, non. Je l'ai bien aimé, Gérard Galland, puis Roberto Luongo, il était assisté avec, l'assistant GM, c'était Shane Doan. Fait que, tu sais, on avait un excellent groupe d'entraîneurs avec André Tourigny, coach de défenseur. Fait que, Ah ouais, vous faites parler en français aussi, Tourigny qui était là. ouais, exact. Ouais, c'est le fun. Toute une histoire, ce championnat du monde-là. Ça a commencé catastrophiquement pour l'équipe. Écoute, c'était rien n'allait. Les gars, on se disait, mon Dieu, mais ça marche pas. Si les gars vont même pas aller en quart de finale si ça se trouve. Et espèce de, comment on pourrait dire, une histoire Cendrillon, une espèce d'histoire un peu hollywoodienne. Le vent a changé de bord et vous êtes comme soudés comme groupe. Tu sais, parce que c'est quand même un groupe de misfits. Il y a des vétérans là-dedans, il y a des très jeunes. Puis le capitaine, c'était Adam Henrique qui a ramassé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que... Ben, vraiment, tu sais, ça a commencé tout croche, là. Tu sais, je sais pas comment vous avez vécu ça. Qu'est-ce qui fonctionnait pas au début? Puis comment vous avez changé le bateau de bord aussi? Puis t'as pas non plus beaucoup de temps pour le faire dans un tournoi comme ça. Comment vous avez fait pour tourner le bateau de bord? Ben, tu sais, on est arrivé là, on a eu une journée de quarantaine, 1 ou 2 journées de quarantaine, après ça, on a pratiqué, on a eu un morning skate, on est parti tout de suite, là. On a joué tout de suite, puis les équipes européennes, ça faisait à peu près 1 mois et demi qu'ils étaient ensemble. Fait que, tu sais, nous, on avait rien, là. On avait un système, mais on se connaissait pas les gars pis tout, puis on a commencé contre la Lettonie, que c'était une équipe qui était comme tight, qui était bonne défensivement, tu sais, c'était Bob Hartley, c'est son genre d'équipe, puis en partant, on était pas là scorer, on est parti contre eux. Parce qu'on a joué contre des Américains, puis on a perdu contre la Lettonie, fait qu'on était down, là. C'est la première fois de l'histoire que ça arrivait, puis on est parti contre les US. Après ça, on a joué contre la Germany. On a perdu contre la Germany encore, puis on a dominé la game de A à Z. On n'a pas les gars à scorer, on a perdu 3-1. Puis après la game, le Shane Doan est rentré dans la chambre parce que Roberto Luongo était encore en Floride, parce qu'il est en playoff, right? Il est encore en Floride. Fait que Shane Doan est rentré dans la chambre, puis il a fait un solid speech. Solid speech que je pense que le meilleur speech que j'ai entendu dans ma vie, là, pour vrai, là. Ça te donnait des chills, puis il était dedans à 150%, là. C'est dans le fond, il a juste dit, OK, on oublie 3 games, on va chercher le reste des games, puis on va gagner la médaille d'or. Puis ça a été aussi facile que ça. Qu'est-ce que, tu sais, raconte-moi un peu le speech de Shane Doan pour que j'ai l'impression d'être dans la pièce, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, c'était vraiment spécial parce qu'il, tu sais, il est rentré là puis il a dit, tu sais, tout le monde parle de nous parce qu'on est passé contre la Lettonie. Après ça, je pense que c'est la première fois que la Lettonie gagnait dans l'histoire. Après ça, c'était la première fois que le Canada commençait 0-2 un tournoi dans l'histoire. Puis après ça, on était rendu 0-3. Fait qu'il dit, tu sais,
déjà Pascal Anthony, on a un record parce qu'on a commencé 0-2, puis on est rendu 0-3. Fait. Il dit, on s'en fout, tu sais, on s'en fout de ce qu'ils disent, on s'en fout. Puis si vous posez des questions là-dessus, répondez même pas. Il dit, répondez même pas, on regarde la prochaine game, nous autres. Fait qu'il dit, concentrez-vous sur la prochaine game. Il dit, puis ça va être incroyable. Il dit, vous allez écrire l'histoire, nanana, puis moi, à un moment donné, j'entendais juste sa voix, puis j'entendais même pas ce qu'il disait, tellement j'étais comme, c'était juste incroyable. Tu y croyais, il t'a donné l'espoir que, hey, on va le faire. Ouais, c'est ça, on dirait après la game, on était genre, ouais, 0-3, ça va être tough, nanana. Puis lui, il est arrivé dans la chambre, puis il a vu que tout le monde était down, puis il a fait le speech, puis tout le monde, on dirait qu'on avait gagné la game. Tout le monde s'est levé, on a commencé à boire de la bière, on a mangé de la pizza, puis tout le monde était prime et raide. La game d'après, on a gagné, puis on a gagné jusqu'à la fin. Fait que le point tournant, le speech de Shane Doan. Ouais, exact. Est-ce qu'il... je pense que, tu sais, dès le jour 1, les gars, à chaque soir, on était tous ensemble, on jouait au cast, on jouait au ping-pong, on buvait ensemble, puis on était vraiment proches. Puis je pense que ça, après 3 games, on s'est dit, tu sais, on a un bon groupe, puis on veut gagner les uns pour les autres, puis finalement, on a tout poussé vraiment fort, puis on est allé chercher la médaille d'or. Est-ce qu'il était calme ou fâché? Est-ce qu'il criait ou il parlait normalement? Tu sais, comme... Très calme. Très calme. Très, très, très calme. Puis, tu sais, c'est drôle. Luongo, quand on a gagné, il a fait un petit speech aussi après la game, puis il a dit, tu sais, je savais que ça allait être tough le tournoi pour nous, mais je pensais jamais qu'on allait commencer 0-3, là. Il dit, tu sais, j'étais en Floride, puis là, je commençais à être shaké un peu, là, puis il dit, merci les boys, vous avez sauvé ma job, tu sais, il riait, là, on a gagné la médaille d'or, fait que... Ah ben, Luongo, il est très drôle, là, tu sais, il est très drôle sur Twitter, il est très drôle, je sais pas s'il fait-tu des jokes dans la vie ou tant? Il était sérieux parce que c'était quand même le GM de l'équipe, là. Puis, mais quand on a gagné, il était vraiment funny, puis c'était le fun, là. Ah, c'est drôle. J'adore ça, il était tellement calme, chez nous, genre, on va gagner la médaille d'or, je vous l'annonce, acceptez-le dès maintenant. Ah! Après ça, les gars ont commencé à believe, puis on a fini 4e, on a passé par la peau des fesses. Puis on a pogné la Russie qui avait fini premier dans le tournoi. On a joué le meilleur game du tournoi, on a gagné. Puis on a repogné les States. Puis les States, on savait qu'on était meilleur qu'eux, là. On avait juste joué une mauvaise game, puis on les a battus par 5-2. Puis après, c'est la Finlande, mais la Finlande, c'était plus un mind game là, pour la finale. On était meilleur qu'eux, mais c'était qui va craquer en premier, tu sais. Finalement, on était en overtime, puis j'étais sûr que ça allait être proche de la game. Puis eux, ils ont fait un erreur en overtime, puis on a gagné là-dessus. Le hockey, un jeu d'erreur, mentale ou autre. Quand tu l'as dit, vous étiez des gars proches, quand tu fais des équipes de même, dans des contextes de même, c'est des gars mis ensemble rapidement. Il faut que tu te connaisses rapidement, tu deviennes amis rapidement, deviennes une équipe soudée. C'est qui les boys que tu as découvert, que tu connais pas nécessairement dans le reste de l'année parce que vous jouez pas ensemble? C'était qui tes boys au World Championships? Ben, c'est sûr qu'il y avait Eagle, et de Chicago, je me suis tenu avec un peu, Brandon Eagle, Max Comtois, je le connais depuis que je suis jeune, mais des gars que je connaissais pas, que c'est comme vraiment des bonnes personnes, puis des bons gars, c'est Mario Ferraro de San Jose, Troy Stetcher de Détroit, Nick Paul d'Ottawa. Ça, c'était pas mal les 3 gars avec qui, genre, j'aimais vraiment me tenir à part Eagle puis Comtois parce que, c'est des gars qui me ressemblent un petit peu puis, ils ont les valeurs à la même place que moi puis des choses comme ça. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était vraiment des bons gars. C'était des gars qui sont drôles aussi. Moi, j'aime ça maintenant des gars qui sont drôles. C'est pas pour ça que je suis venu au podcast. C'était pas mal ça. Boom! Regarde, une chance c'est audio, les gens voient pas mes larmes. Tous les gars étaient bien smart. Mais ça, c'était pas mal plus les gars que j'ai comme, OK, tu sais, j'ai vu que ça serait plus, mettons, mes vraiment bons chums dans une saison de hockey. C'était qui les leaders sur cette équipe-là? Tu sais, les gars qui, tu sais, quand il fallait quand même ramasser du leadership, là, quand t'es 0-3 puis dire, montrer le chemin aux plus jeunes, c'était qui les gars que t'as fait, wow, OK, ce gars-là, c'est un winner, tu sais? Ben, Adam Henry qui était vraiment, vraiment smart puis, il est resté calme tout le long. Tu sais, à 0-3, il était calme. Puis entre les périodes, même que quand ça allait moins bien dans les games, il a tout le temps resté calme, il a tout le temps resté positif.
Fait que lui, j'ai vraiment été comme wow, tu sais, il a jamais paniqué, il est tout le temps resté calme, puis les gars, ils paniquaient pas parce que lui, le capitaine, paniquait pas, tu sais, dans le fond. Fait que un gars comme lui, même le gardien de but, Darcy Camper, il restait calme aussi, même s'il savait qu'il jouait pas son meilleur hockey, il disait c'est pas grave, on va revenir puis tout, puis finalement il a joué son meilleur hockey dans les 3 dernières games puis il nous a donné une chance de gagner. Fait que ces deux gars-là, ils étaient vraiment incroyables. Là. C'est qui les gars côté sur la glace, côté hockey que tu réalises, mon Dieu, ok, il était vraiment sous-estimé, c'est des maudits bons joueurs de hockey. Tu sais, quel joueur de hockey t'as comme découvert un peu dans ton équipe? Stature, c'est un des gars. Stature, moi, je pense, il jouait à Détroit, je compte un peu, mais on dirait qu'à Détroit, il pouvait pas avoir comme, je sais pas s'il y a pas, genre, la chance d'être aussi offensif qu'il était avec nous à Hockey Canada, mais avec Hockey Canada, il était des skills incroyables. C'est lui qui a fait le move en overtime contre les Russes, là. Il s'est passé entre les jambes, il a fait la passe. Un gars comme Manchapane. Andrew Mangiapane qui joue à Calgary. Ouais, incroyable. Moi, je savais qu'il était bon. Je pensais que c'était un gars comme de 3e ligne dans la NHL, mais lui, on était 0-3, là. Il est arrivé à Game 4, on n'a pas perdu de game après. OK, parce qu'il était pas encore là. Non, parce que, tu sais, la saison, Calgary, on finit la saison un peu plus tard, là. Ouais, oui, c'est vrai. Ouais, t'as un tabar de joueurs de hockey. Andrew Mangiapane, c'est une 3e ligne de luxe. Il est ici à 3 parce qu'il drive comme un truck, ce gars-là. C'est un genre de Yann Gould, là. Il ressemble un peu à Yann Gould dans la façon qu'il joue. Puis, tu sais, quand il est arrivé, ça nous a donné un boost en plus du speech. Puis, on savait qu'on allait, je pense qu'il a fait, je sais pas, il a sorti combien de points, là, mais il a gagné les joueurs du tournoi puis tout. Ça, c'est un joueur que je pensais pas qu'il était aussi bon, là. Wow. Est-ce que tes parents ou ta famille pouvaient venir pour la médaille d'or ou non, à cause du COVID? Non. À cause du COVID, la famille pouvait pas venir. Fait que ta blonde a pu aller avec toi? Non. Même pas? Non, ma blonde n'a pas pu venir parce que, comme à cause du COVID, habituellement, ils donnent, je pense, de l'argent pour que tu amènes quelqu'un avec toi. Mais là, finalement, ils l'ont pas fait cette saison, mais parce que, à cause du COVID, là. Et où ta médaille d'or? Je pense que toi est en bas, là. Non, pas de stress. Je te demandais juste si tu l'avais laissé chez tes parents. Ou... Mais c'est parce que là, c'est drôle parce que ton rapport avec Équipe Canada, est-ce que je me trompe, puis tantôt je me suis bel et bien trompé par rapport à ton draft, mais est-ce que tu as été coupé 2 fois de l'équipe des World Juniors? J'ai été coupé une fois. À 19? Ouais, à 19. À 18, j'ai pas été au camp, je me rappelle bien. À 19, j'étais allé au camp, puis j'étais un des derniers coupés. OK. Fait que dans le fond, c'était un peu ta première fois, dans le fond, avec une équipe canadienne. Ouais, première fois. Ouais. Première fois, médaille d'or. Regarde, je dis ça, je dis rien, mais il y a des choses à comprendre. Non, c'est ça, mais je me rappelle le World Junior, là. Ça, c'est comme un rêve de jouer là-dedans, puis moi et Féo, on était là en même temps, on a été coupés les deux, un après l'autre, là. Genre, je suis sorti, moi, je rentrais dans la salle, me faire couper, puis Féo, il venait de sortir, là. Puis, tu sais, on me rappelle, on a vécu ça ensemble. Après ça, on nous a envoyé à l'hôtel. On était ensemble à l'hôtel. On était ensemble pour tous les vols de retourner à Montréal. Puis, tu sais, je me compte assez chanceux d'avoir pouvoir jouer pour Hockey Canada au championnat mondial, après la saison, puis d'avoir gagné une médaille d'or parce que j'avais jamais joué pour Hockey Canada. Et c'est une manière souvent aussi de te mettre le pied dans la porte. Hockey Canada, souvent, c'est là qu'ils invitent les jeunes, puis après ça, quand ils font les Olympiques, lui, il était venu à tel championnat. Ça t'aide souvent pour un peu te monter un dossier, si on veut. Ouais, exact. C'est quand même une business au Canada parce que quand tu commences jeune, eux, ils t'apprennent U17, U18, U20, ils t'apprennent Hockey Canada's Way, là, qu'ils appellent. Ouais. Mais t'es là, tu sais. D'habitude, ils prennent tous des gars qui ont été là, puis qui savent comment ça marche, puis tout. Mais là, d'après moi, ils ont dit, OK, Baudin, on le veut dans l'équipe, puis on va le prendre, même s'il n'a jamais joué pour le Canada. Tu sais, l'année prochaine, il y a les Olympiques 2022. Et là, tu es encore jeune, là, mais mettons 2026, 2030, tu sais, après avoir joué pour l'équipe canadienne au World Championships, tu te dis-tu, ça me donne le goût d'aller aux Olympiques? C'est-tu quelque chose que ça vient un petit peu planter dans le fond à l'arrière de ta tête, tu sais, de dire, oh, crime, j'aimerais ça être un Olympien 2026, 2030, ça te donne-tu le goût? Ouais. C'est sûr que, comme tu dis, je suis encore jeune, mais c'est sûr que c'est un rêve, là, de pouvoir jouer
pour Team Canada aux Olympiques, je pense que c'est un autre niveau, là. C'est sûr que jouer au championnat du monde comme que j'ai fait, c'est incroyable. Je pense que les Jeux Olympiques, ça serait un autre coche en haut, là. Ça serait, tu sais, je veux pas, c'est tous les meilleurs joueurs quand même au championnat du monde, mais c'est tous les gars qui sont plus en playoff, tu sais. Exact. Dans les Olympiques, c'est tous les meilleurs joueurs au monde. Fait que c'est sûr que ça serait incroyable d'être dans le top 6 des meilleurs défenseurs au monde au Canada, là. Ben, top 8, il y en amène 8. Fait que Ouais, c'est ça. Le futur le dira. ouais, j'ai hâte de voir, mais on va suivre ça attentivement. Tu as parlé tantôt de, tu sais, aussi, ta blonde t'a quand même suivi à travers toutes tes épopées. Je pense, où tu as posté ses réseaux sociaux récemment. Je pense que vous êtes ensemble depuis quand même longtemps. Ça se peut-tu? Ouais, ça fait quasiment 8 ans qu'on est ensemble. 8 ans, mais t'as genre 17. Non, mais dans le sens, 8 ans, mais t'as 22? 21. 21? Ouais. 8 ans, puis t'as 21. Mm-hmm. Fait que vous avez commencé à sortir ensemble à 13 ans. High school lover. Ouais, sweet high school sweetheart, comme on dit. Ouais. C'est comment ça, comme tu sais comment dire qu'elle t'accompagne dans toutes ces phases-là. Je veux dire, 13 ans, junior majeur, repêchage, Ligue nationale, Ligue américaine, Ligue nationale. Tu sais, puis là, t'es vraiment comme on the verge sur le bord d'être un régulier dans la Ligue nationale là, à temps plein. C'est comment, tu sais, de vivre ça ensemble, c'est quand même quelque chose, tu sais. Ouais, ben, c'est vraiment, vraiment le fun. Puis moi, vraiment, ce que j'aime de ça fait longtemps qu'on est ensemble, c'est elle, ça l'impressionne pas, là. Tu sais, mettons, genre, tu sais, ça fait longtemps qu'elle est avec moi, puis elle sait que c'est ça mon but depuis que je suis jeune, puis tu sais, que je joue dans la Ligue nationale ou non, ça la dérange pas, mais tu sais, il y a plein de monde, mettons, qui sont contents de me voir, ils sont impressionnés par moi, puis tout, puis elle est capable de me remettre sur la terre, tu sais, si elle voit que je suis comme rendu trop sur un high, là. Elle va me mettre sur la terre, puis elle va me dire, tu sais, des affaires comme, OK, tu sais, t'es pas si bon que ça, là, reviens sur la terre, là, ouais, là. Fait que, tu sais, OK, tu sais, ça fait du bien, c'est ça, faut que tu te fasses dire, parce que tu veux pas partir sur un high, puis juste penser que t'es le meilleur joueur, puis là, tu sais, tu commences à, OK, là, soir, je vais pas faire ce training-là, parce que, tu sais, je vais prendre ça relax aujourd'hui, tu sais, même l'été, elle me pousse à faire plein d'affaires, des fois, tu sais, je dis, j'ai une glace un matin, je sais pas si je vais y aller, elle dit, non, faut que tu y ailles, puis j'ai une glace à 8 heures, je m'entraîne à 9 heures, puis j'ai une glace à 2 heures. Il y a des jours, fait que, tu sais, ça me pousse à faire plein d'affaires aussi, puis elle me garde tout le temps sur le right track, puis tu sais, avec la nutrition aussi, quand elle voit que des fois je m'en vais manger quelque chose de moins bon, elle va me le dire, parce que je vais pas manger ça, c'est moi qui vais le manger à la place, pis tout, fait que... C'est moi qui vais le manger à la place! c'est ça, c'est juste ça, puis elle veut pas le dire, mais elle veut le garder pour elle, mais non, mais tu sais, je commençais à sortir, j'étais bantam, je pense, là. Incroyable. Ouais. Puis elle, est-ce qu'elle a tué aux États-Unis quand tu étais à Rockford puis à Chicago? Ben, l'année passée, elle m'a suivi parce que les cours à distance, là. Elle est à McGill. Fait que, faut qu'elle retourne à l'école cette année. Elle joue au volleyball à McGill. Qu'est-ce qu'elle étudie? Elle est en business à McGill. Puis il reste combien d'années? Il reste 1 an et demi. Puis le plan, est-ce que c'est qu'elle te rejoigne après ou? Ouais, elle va venir après. Là, cette année, elle a un appart à Montréal. Puis, elle va venir de temps en temps quand elle peut. Je pense qu'elle dit dans son horaire comme pas d'école le vendredi, fait qu'elle peut venir le vendredi, samedi, dimanche. Je vais passer le dimanche soir, là, une fois par mois. Fait que c'est mieux que rien. Mais l'année passée, c'était le fun. Elle était là à l'année, elle s'est fait des amis avec les blondes des autres gars. Puis elle avait son petit rituel à chaque matin avec une fille, elle s'entraînait puis tout. Fait que c'est le fun de pouvoir l'avoir à mes côtés, surtout quand tu commences à jouer, tu sais. Un petit peu dans les nationales. Fait que c'est sûr cette année, ça va être un petit peu bizarre de pas l'avoir, mais on va essayer de la faire descendre le plus souvent possible. Est-ce que vous avez déjà vécu la portion relation à distance avant la pandémie? Moi, ouais. Quand j'étais à Rockford, ma première année pro, elle venait peut-être une fois ou 2 mois, là. Fait que on a déjà fait ça, là. Pas votre premier barbecue. Non. Écoute, avant de te laisser partir, ben écoute, je te souhaite la meilleure des chances. J'ai vraiment de voir ça cette année. Je pense qu'il y a une place pour toi sur ce beau petit top 6-là. Je parle à Longueuil, là, pas à Chicago. Non, c'est pas vrai. À Chicago, vous avez beaucoup de jeunes. Vous avez été allé chercher aussi beaucoup de vétérans, là, les Jones Fleury, tout ça cet été, mais puis Johnson, mais tu sais, Kirby Dack, Dylan Strome, Kubalik, Kourachev, qui sont en train de monter. Je pense que c'est vraiment excitant. J'ai mon jersey, moi, de 2008 de Taves. Fait que
je veux juste te Bon, dire. je t'en amène l'année prochaine à classique KR. KR, le branding. Mais oui, honnêtement, absolument, ça va me faire plaisir. Mais si je passe, j'allais dire s'il faut. Parce que là, avec là, c'est ça, la pandémie, on est un petit peu sur pause, mais du moment qu'on peut voyager avec des amis, tout ça, justement, avec Joe, on dit récemment, faut qu'on aille à Chicago. Tu sais, Chicago, c'est une grosse ville d'humour aussi, là, tu sais, Second City, puis il y a beaucoup de. Second City, c'est comme je te dis ça, là, c'est une espèce de théâtre d'impro. Puis c'est de là que tout le monde qui ont fait, il y avait beaucoup de monde qui ont fait SNL ont été à Second City avant, tu sais, Saturday Night Live, que ce soit des Steve Carell, des Will, tu sais, Will Ferrell, c'est pas vrai, c'est en Californie, mais beaucoup de monde qui sont nés de ça. Puis nous, on est comme, il faut qu'on aille là. Puis là, j'étais comme, si on va à Chicago, c'est sûr qu'on va voir une game des Blackhawks. Puis c'est sûr que j'amène mon jersey Taves. Le vieux, le Reebok, avec le collet là en V. Puis d'ailleurs, il y avait toujours Vince Vaughn qui était en bas avant. Je sais pas s'il est encore là. Je sais pas. Pendant les dynasties, là, Vince Vaughn dans la troisième rangée qui tapait sa vitre avec son jersey des Hawks. Peut-être je sais pas s'il est là. Il était juste dans le bandwagon quand ça allait bien. Maudit c'est ça. Maudit traite. Il veut pas voir le reset. Anyway, ça pour dire, j'espère vraiment repasser à Chicago. Puis je te lâche un whack, mais c'est sûr que si je passe, je veux aller voir une game des Blackhawks. Puis je pense que ça va être le fun cette année. Puis vous avez une vraie chance là, de faire les séries. Tu sais, pour vrai, vous avez une solide équipe. C'est quoi ton objectif à toi pour cette année? C'est sûr, c'est d'arriver au camp puis essayer de faire ma place dans le top 6. Là. Je pense qu'on a comme 6 défenseurs sur des one-way. Fait moi, mon but, c'est d'arriver là puis être meilleur que 1 ou 2 ou 3 de ces défenseurs-là pour avoir mon spot dans la Ligue nationale. C'est tout le temps ton but, c'est de jouer dans la Ligue nationale. Mais en même temps, si je commence dans la Ligue américaine, faut que je garde la bonne mentalité, que je vais monter dans la Ligue nationale, qu'il faut que je sois le premier call-up, puis que je continue à travailler fort. Mais mon objectif, c'est de jouer toute l'année dans la Ligue nationale, puis de me prouver à moi-même, puis de prouver à l'organisation que je suis prêt, puis qu'ils ont fait le bon pick à 27 en 2018. Yes! Puis si jamais ton esprit déraille ta blonde, moi, je vais juste te ramener sur la bonne ligne. Exact. Hey! Wake up! Ouais, wake up. Bois ton Gatorade, ah ouais, dans le gym. Merci, Nick, ça a été un réel plaisir. Et au plaisir de se croiser, que ce soit à Chicago ou à Classic KR. Mais bonne chance, sincèrement, pour cette année. J'ai vraiment hâte de voir ça. Puis je suis pas inquiet que tu vas jouer à NHL pour longtemps. Donc, à plus, mon gars. Passe un bel été, puis à bientôt. Yes, merci beaucoup. Yes, bye-bye. Merci à Nicolas Baudin. On suit sa carrière avec grand intérêt. J'adore voir l'évolution des jeunes joueurs. Donc, on lui souhaite la meilleure des chances avec les Blackhawks de Chicago. Allez tout le monde, passez une excellente semaine. Bye bye now. OK, bye bye now. Take it away.